Fin septembre, 9 de notre ère. Le Saltus teutoburgiensis. La pluie ne lave pas la forêt. Elle ne fait que transformer le sol gorgé de sang en une boue épaisse et cramoisie qui s'accroche à vos bottes et à vos jambières. Vous êtes ici, dans la pénombre des anciennes forêts germaniques, et l'air est lourd du parfum du pin, de la terre mouillée et de la mort. Depuis 3 jours, cette piste étroite et traîtresse entre le marais et les collines est un abattoir. 3 légions romaines, la 17e, la 18e et la 19e, ont cessé d'exister. Leurs étendards, les Aquilae dorés et sacrés, sont désormais des trophées pour les tribus victorieuses. Écoutez, le rugissement de la bataille s'est estompé, remplacé par un son plus glaçant dans son intimité, les râles des mourants, romains comme germaniques, un chœur de misère que les arbres sans fin semblent moquer par leur silence. Les corbeaux, enhardis, croassent depuis des branches lourdes de brume, leurs yeux noirs scrutant un festin incalculable. À travers ce sombre tableau avance un homme nommé Ingiomère, chef des Chérusques. Ce n'est pas un géant, ni un berserker des sagas. Il est de taille moyenne, avec une large poitrine et des bras noueux par les muscles d'une vie passée, avec une lance et un bouclier. Ses longs cheveux blonds sont emmêlés par la sueur et la pluie, et ses yeux, de la couleur d'un ciel d'hiver, ne portent aucune joie de la victoire. Il ne reflète qu'une lassitude froide et calculatrice. Il enjambe avec précaution les corps tordus de ses propres guerriers et de ses ennemis. Ses mouvements sont économiques, son expression indéchiffrable. Il n'est pas seul. Un guerrier plus jeune, son neveu, le suit à une allure plus lente, son bouclier cabossé, la pointe de sa lance encore sombre du sang romain. « Nous les avons vaincus, oncle », dit le jeune homme, la voix rauque de triomphe qu'Ingiomère ne semble pas partager. « Le proconsul Varus est mort, les aigles sont à nous. » Ingiomère s'arrête et pose une main sur l'écorce lisse et noire d'un chêne. Il ne regarde pas son neveu, mais le chaos emmêlé du champ de bataille. Il voit un chariot, son essieu brisé, déversant des rouleaux de papyrus dans la boue, les registres d'une armée, la bureaucratie méticuleuse de Rome, se dissolvant maintenant en pulpe. Il voit un légionnaire, son visage un masque de terreur figé dans la mort, sa main toujours serrée autour de la garde de son court et vicieux gladius. Il voit les outils d'un empire mis à bas, des chariots d'approvisionnement brisés, des outils d'ingénierie abandonnés, la coûteuse armure lorica, segmentata arrachée aux cadavres. « Nous avons brisé ces hommes ?» corrige Ingiomère, sa voix un grondement sourd. « Rome n'est pas brisée !» Son regard balaie le carnage, passant d'un officier tombé à l'autre. Il cherche quelque chose de précis. Pas de l'or, pas une dague à poignée ornée de joyaux, mais un symbole de la machine contre laquelle il vient de se battre. Ses yeux tombent sur une silhouette à moitié submergée dans un fossé rempli de pluie. L'armure de l'homme le désigne comme officier, sa crête transversale en crin de cheval maintenant un panache détrempé de brun et de rouge. Un centurion de la Dix septième. Son visage est tourné, mais un bras est jeté en grand, son bâton de centurion en vigne gisant brisé à proximité. Mais c'est le couvre-chef de l'homme qui attire l'attention d'Ingiomère. C'est un casque, une galéa. Contrairement au casque plus simple porté par les légionnaires, celui-ci est plus orné, mais brutalement fonctionnel. Il a été arraché de la tête du centurion dans ses derniers instants et repose maintenant, presque intact, sur une touffe de mousse à côté de lui. La pluie a lavé le plus gros du sang de sa surface de fer poli, qui brille d'une lumière terne et menaçante dans le crépuscule de la forêt. Ingiomère fait un geste du menton. « Celui-là, apportez-le-moi. » Son neveu hésite, regardant le Romain mort. « Ce n'est qu'un casque, oncle. Apportez-le, » répète Ingiomère, son ton ne laissant aucune place à la discussion. Le jeune guerrier s'enfonce dans le fossé, ses bottes produisant un bruit de succion sinistre dans la boue. Il récupère le casque, le manipulant comme s'il pouvait encore mordre.
Il la porte au chef, le tendant à deux mains. L'eau ruisselle du protège-nuque et des joues. Inguiomer ne le prend pas immédiatement. Il le fixe, ce morceau de métal sculpté, ce produit d'un monde lointain. Dans ses surfaces courbes, il voit un reflet déformé de la forêt sombre et dégoulinante et de son propre visage sombre. C'était plus qu'un casque. C'était un artefact. C'était l'esprit de son ennemi, forgé dans le fer. Inguiomer finit par tendre la main et prend le casque. Son poids le surprend. Il est substantiel, solide, mais pas encombrant. Il a tenu des casques germaniques, des Spangenhelms forgés à partir de segments de fer rivetés à un cadre. Ils étaient efficaces, mais ils semblaient faits à la main. Chacun témoignait du talent d'un seul forgeron, ses défauts et ses forces uniques. Celui-ci était différent. Le fer froid est incroyablement lisse sous ses doigts calleux. Il le retourne et le retourne dans ses mains. Son esprit de guerrier le déconstruisant pièce par pièce, essayant de comprendre le processus de pensée de son créateur. Il passe un pouce le long de la garde frontale renforcée, une épaisse crête de fer juste au-dessus de l'emplacement des yeux. C'est une caractéristique évidente, conçue pour dévier un coup d'épée descendant, pour transformer un coup mortel en un coup de biais. Mais c'est l'exécution qui est si remarquable. La courbe est parfaite, un arc sans défaut forgé pour canaliser la force d'un impact loin du crâne. Il n'y a pas de marque de marteau, pas de ondulation de métal inégale. On dirait qu'il a été coulé dans un moule comme du bronze en fusion, et pourtant il a la résilience dure et grise du fer bien travaillé. Son attention se porte sur les jugulaires, les bucculets suspendus à leur charnière. Il en effleure une du doigt. L'articulation est une merveille d'ingénierie miniaturisée, une petite goupille et une boucle ajustée avec précision. Elle permet à la garde de pivoter librement, d'être solidement attachée sous le menton, mais elle ne cliquette pas et ne semble pas lâche. Les plaques elles-mêmes sont façonnées à la mâchoire humaine, la protégeant d'une coupe latérale tout en laissant la bouche libre pour crier des ordres. Une petite ouverture est laissée pour les oreilles. Le Romain qui a conçu cela comprenait le vacarme du mur de bouclier. Il savait qu'un centurion avait besoin de protéger son visage, mais il avait encore plus besoin d'entendre ses hommes et d'être entendu par eux. Puis il voit les rivets. Ils sont partout, fixant le support de crête, clouant les charnières, renforçant les bords. Et ils sont tous identiques. Chaque tête bombée a la même taille, la même forme, la même distance de ses voisins. Ce n'est pas le travail d'un homme avec un marteau et un bon œil. C'est le travail d'un système. Un système de production de masse qui s'étendait des mines de minerais d'Hispanie aux forges de Gaule, le tout fonctionnant selon un seul et unique plan magistral. Ce casque n'était pas un objet unique. Il y en avait des dizaines de milliers comme lui, chacun une copie parfaite et létale du précédent. La pensée est stupéfiante. Sa propre tribu ne pouvait armer une centaine de guerriers avec une telle uniformité. Rome pouvait armer des légions. Inguiomer incline le casque, étudiant le long garde-nuque, élégamment incliné. Il s'étend loin en arrière, une plaque solide conçue pour arrêter une épée visant la colonne vertébrale exposée lorsqu'un soldat se penchait pour frapper avec son glaive. Il en suit le bord, assez tranchant pour être une arme en soi. Cela n'entraverait pas le mouvement. Un homme pouvait lever les yeux pour voir une menace sur une crête, ou baisser les yeux pour surveiller ses pas sur un terrain accidenté, et le garde bougerait avec lui, une coquille de fer protégeant son point le plus vulnérable. C'était une synthèse parfaite de protection et de mobilité, un équilibre atteint non par hasard, mais par des générations d'essais, d'erreurs et de brutales expériences du champ de bataille. Chaque courbe, chaque angle, chaque rivet était une leçon payée en sang romain. Il retourne complètement le casque, scrutant son intérieur sombre et creux. La pluie l'a lavé, mais il peut distinguer les traces pâles de la doublure, le cuir et la laine rembourrée qui auraient amorti le crâne du centurion. Ce n'était pas juste une marmite de fer. Il était conçu pour être porté pendant des semaines, lors de la marche des plaines poussiéreuses de Syrie aux forêts humides de Germanie. Il était fait pour le confort autant que pour la guerre, car un soldat confortable est un soldat efficace.
et l'État romain prisait l'efficacité par-dessus tout. Ce casque n'était pas simplement une armure. C'était un instrument de politique impériale, un outil de conquête affiné à un niveau de perfection inhumain. Pour la première fois, en regardant cet objet unique et banal, Ingui ressent un frisson que la pluie de la forêt ne pouvait lui procurer. Il comprend qu'ils n'ont pas seulement vaincu une armée, ils se sont attaqués à une usine. Le jeune neveu observe, le front plissé de confusion, tandis qu'Ingui soulève le casque. C'est un geste troublant. Porter l'équipement d'un ennemi mort n'est pas chose que fait un guerrier à la légère. C'est un acte qui peut attirer des esprits vengeurs, un tabou. Mais Ingui n'est pas guidé par la superstition. Il est guidé par un besoin froid et désespéré de comprendre. Il tourne le casque, l'aligne avec sa tête et lentement, délibérément, le pose. Le froid du fer contre son crâne est un choc. L'intérieur, dépouillé de son rembourrage, est impitoyable. Pendant un instant, le monde devient sombre et bruyant alors que le métal racle ses oreilles, puis il se met en place et la forêt a disparu. Ou plutôt, la forêt a été refaite. Le monde est maintenant un rectangle de pénombre gris-vert, encadré par le fer sombre de l'arcade sourcilière et des protections de joues. Sa vision périphérique a disparu, non pas bloquée, mais rendue non pertinente. La conception du casque canalise son regard vers l'avant, le forçant à affronter ce qui se trouve directement devant lui. Le désordre emmêlé du champ de bataille, les corps et les boucliers brisés ne sont plus une tragédie panoramique. Ce sont un problème tactique à résoudre. Sa vision, sa perception même, ont été transformées en armes. Il tourne la tête. Le mouvement est fluide, sans effort. Le poids du casque est si parfaitement réparti qu'il donne l'impression d'être une extension de son propre squelette. Il ne tire ni ne fatigue le coup. Il peut baisser les yeux pour vérifier son appui, puis relever brusquement la tête pour faire face à une menace. Et la coque de fer bouge avec lui, une partie intégrante de son propre corps. Il ressent un incroyable sentiment de sécurité, d'être enfermé dans une forteresse personnelle. La pluie, qui avait été une présence constante et glaciale sur sa peau et ses cheveux, n'est plus qu'un martèlement sourd et rythmé sur le dôme au-dessus de lui. Le vent ne siffle plus à ses oreilles. Il n'entend plus que son faible gémissement lorsqu'il trouve les bords de sa coque de fer. Il prend une inspiration, et l'air à l'intérieur du casque est confiné, sentant le fer froid et faiblement le Romain mort qu'il a porté en dernier, le fantôme de sueur et de cuir. Cet espace clos modifie non seulement la vue et le son, mais le sentiment même d'être dans le monde. Il se sent détaché, isolé du chaos extérieur. Il s'imagine debout dans un mur de boucliers, l'homme à sa gauche, l'homme à sa droite, chacun enfermé dans la même coque de fer, voyant le même rectangle de combat focalisé, entendant le même martèlement de flèches sur leur casque. Ce casque n'encourage pas l'héroïsme individuel ni les charges sauvages et frénétiques. Il fait le contraire. Il impose la discipline. Il efface l'homme et le remplace par le soldat. Il fait de vous un composant, une pièce unique et interchangeable dans un vaste engin de guerre broyeur. La fureur germanique, la folie guerrière que son propre peuple prisait, serait inutile ici. Ce casque exige une rage froide, une application patiente et méthodique de la violence. « Ah, oncle !» La voix de son neveu perce son rêve, sonnant lointaine et légèrement déformée, comme si elle venait d'un autre monde. « Pourquoi le portes-tu ? C'est le home d'un mort. » Ingui ne répond pas immédiatement. Il écoute le fantôme d'une autre voix, le latin sec et autoritaire du centurion. « Signa infer. » Avancez les enseignes. Gladios stringe. Tirez les épées. Le casque a été construit pour entendre ses ordres, pour y obéir sans question. Dans un grognement, il agrippe les jugulaires et soulève le casque. Le monde revient en un flot étourdissant de lumière, de sons et de sensations. L'horreur totale et panoramique de la forêt réapparaît. La pluie froide lui mouille à nouveau le visage. L'odeur du sang lui pique les narines. Il se sent exposé, vulnérable, nu. Il regarde le morceau de fer dans ses mains
qui n'est plus seulement une pièce d'armure capturée, c'est une clé qui, pendant un bref instant, avait déverrouillé l'esprit de son ennemi. Il avait porté le visage du centurion et pendant un moment, il avait entrevu l'âme du centurion, une âme forgée non de passion, mais de fer, de discipline et de la certitude inébranlable de l'Empire. Un Guillaumer tend le casque à son neveu, le geste lourd de sens. « Mets-le !» Le jeune guerrier recule légèrement, les yeux écarquillés. « Non, oncle, c'est de la malchance. L'esprit du Romain y est encore attaché. Ce n'est pas l'esprit que tu devrais craindre, dit Inguiomer, la voix plate. Il tend à nouveau le casque, un ordre, pas une requête. Tu dois comprendre ce pourquoi nous nous sommes battus. Pas seulement l'homme, mais l'esprit qui l'a fait. Mets-le. Hésitant, le jeune guerrier prend le fer froid. Il regarde le visage impassible de son oncle, puis l'espace sombre et creux du heaume, et enfin, d'une profonde inspiration, il le baisse sur sa tête. L'effet est immédiat. Sa posture confiante se raidit, ses mouvements deviennent saccadés et incertains, alors qu'il tente de se réhabituer à un monde soudainement et brutalement encadré. Il tourne la tête à gauche, puis à droite, le mouvement maladroit. « Que vois-tu » demande Inguiomer. « Je vois le chemin », balbutie le neveu, sa voix étouffée par le métal. « Seulement le chemin. Les arbres, ce ne sont que des murs. Je ne peux pas voir le ciel, à moins de regarder droit vers le haut. » « Tu vois ce qu'un légionnaire est censé voir, » explique Inguiomer, tournant autour de lui comme un loup étudiant sa proie. « L'homme devant toi, le sol sous tes pieds, le bouclier de ton camarade à côté de toi. Rien d'autre n'a d'importance. Rien d'autre n'est autorisé à avoir d'importance. » Il tapote vivement du doigt sur le côté du heaume. Le cliquetis résultant fait sursauter violemment son neveu. « Qu'entends-tu ? Un bourdonnement. Rien d'autre qu'un bourdonnement. » Exactement. Une flèche, une lance lancée, une pierre d'une fronde. Ce n'est pas une menace pour votre vie. Ce n'est que du bruit. C'est une distraction de votre tâche. Votre tâche, poursuit Inguiomer, sa voix montant avec une intensité sinistre, est de tenir la ligne, de faire un pas en avant, de frapper avec votre gladius et de le refaire, encore et encore, jusqu'à ce que votre centurion vous dise d'arrêter. Il retourne devant son neveu, scrutant la fente sombre de la visière. Ce casque n'est pas pour un guerrier, c'est pour un rouage d'une machine. Nous avons combattu des hommes aujourd'hui, mais nous combattions la machine qui les avait faits, une machine qui remonte jusqu'au Tibre. Le neveu peine à soulever le casque, ses mains tâtonnant avec sa forme inhabituelle. Quand il le retire enfin, son visage est pâle, ses yeux troublés. Il regarde le casque avec une admiration et une terreur nouvelles, comme s'il s'agissait d'une créature venimeuse. Inguiomer le reprend, son poids lui semblant plus lourd que jamais. Il regarde au-delà du carnage du champ de bataille, son œil intérieur voyageant vers le sud. Il imagine les ateliers du nord de l'Italie, en Gaule, où des milliers d'artisans, d'esclaves et d'affranchis s'activent. Il voit le chaos organisé des forges, le martèlement rythmique d'une centaine de marteaux frappant à l'unisson, façonnant des feuilles de fer identiques. Il voit les inspecteurs, avec leurs outils de mesure, rejetant toute pièce qui dévie d'une fraction de pouce du gabarit mètre. Il voit les intendants avec leurs tablettes de cire et leurs stylets, enregistrant chaque caisse de casque, chaque paquet de pointes de lance, chaque paire de sandales cloutées, des caliguets. Il imagine les lignes d'approvisionnement, les grandes routes pavées que Rome a tracées à travers les forêts et par-dessus les montagnes comme des clous de fer, assurant leur emprise sur la terre. Le long de ces routes, un fleuve incessant de matériel coulait, du grain d'Égypte, du fer d'Espagne, du cuir de Gaule, le tout convergeant vers les garnisons frontalières pour nourrir, vêtir et armer les légions. Ce casque, reposant dans ses mains au cœur d'une forêt allemande, était le produit final de cette entreprise colossale s'étendant sur tout le continent.
C'était le point d'aboutissement d'une chaîne logistique si vaste et complexe qu'elle était presque incompréhensible. Les Chérusques, les Chattes, les Bructères, ils avaient remporté une grande victoire. Ils avaient tendu une embuscade et annihilé 3 légions. Ils avaient prouvé que les soldats romains pouvaient être battus, pouvaient être tués. Mais en le faisant, ils n'avaient fait que chasser un frelon du nid. Et maintenant, tout le nid s'agitait. Inguiomer savait que quelque part au sud, un messager sur un cheval en sueur galopait déjà vers Rome avec la nouvelle du désastre. Et il savait, avec une certitude qui le glaçait jusqu'aux os, quelle serait la réponse. De nouvelles légions seraient enlevées, de nouvelles forges seraient allumées, un nouveau fleuve de fer et d'hommes coulerait vers le nord. Il n'avait pas vaincu Rome, il l'avait seulement mise en colère. Ce casque n'était pas juste un trophée, c'était un avertissement. Inguiomer se détourne de son neveu, le casque calé dans le creux de son bras. Son poids est maintenant un réconfort, une pièce solide et tangible du puzzle qu'il essaie d'assembler dans son esprit. Il s'enfonce dans les bois, s'éloignant du chemin principal du carnage, ayant besoin de silence pour assimiler la cascade de révélations que cet unique objet a déclenché. Il trouve une petite clairière où un vieux chêne, frappé par la foudre des années auparavant, est tombé, son tronc couvert de mousse formant un banc naturel. Il s'assoit, le bois mouillé froid à travers son pantalon de cuir, et pose le casque sur son genou. Il le regarde non plus comme un guerrier, mais comme un chef, un meneur responsable de la vie de son peuple. Il s'était tenu dans le conseil de guerre de son parent, Arminius. Il avait écouté Arminius, qui avait servi dans l'armée romaine, qui détenait la citoyenneté romaine, parler de la faiblesse romaine. Arminius avait parlé de l'arrogance de Varus, des légions étirées et vulnérables dans la forêt dense, alourdies par un long train de bagages. Arminius avait eu raison. Son plan, un chef-d'œuvre de tromperie et de stratégie de guérilla, avait parfaitement fonctionné. Ils avaient utilisé le terrain, leur connaissance de la forêt, et l'élément de surprise pour remporter une victoire qui serait chantée dans leur maison longue pendant 100 générations. Mais Arminius n'en avait pas parlé. Il n'avait pas décrit la froide et implacable logique forgée dans chaque pièce d'acier romain. Il avait parlé de briser les légions, mais avait-il vraiment compris la nature de ce qu'il essayait de briser ? Ou son temps passé parmi les Romains l'avait-il aveuglé, lui faisant voir en eux de simples hommes que l'on pouvait tromper ? Inguiomer passe sa main sur le dôme frais du casque. Ce n'était pas la création d'hommes arrogants. L'arrogance mène à la surornementation, à des fioritures inutiles. Ce casque était l'incarnation de l'humilité brutale. C'était une confession de vulnérabilité. C'était un aveu que la tête d'un soldat était molle et facilement cassée, qu'elle devait donc être protégée. Il reconnaissait que sa vision devait être concentrée, que son ouïe devait être protégée de la terreur du combat, que son cou était une cible. Chaque caractéristique de sa conception était une réponse à une réalité du champ de bataille, une leçon apprise de 1000 erreurs fatales sur une centaine de frontières différentes. C'était le génie terrifiant de Rome. Il ne considérait pas la défaite comme une honte à cacher, il la considérait comme des données. Ils étudieraient cette bataille, ils disséqueraient leur propre échec avec la précision détachée d'un chirurgien. Ils tireraient des leçons de l'embuscade, du terrain, des tactiques utilisées par les tribus, et ils s'adapteraient. La prochaine armée romaine à marcher dans ces bois ne serait pas la même. Leur commandant serait plus prudent, leur formation serait différente, leur équipement, peut-être même leur casque, serait modifié, amélioré, rendu encore plus mortellement efficace. Il pense à son propre peuple. Ils se sont battus pour la gloire, pour l'honneur, pour leur clan. Leur courage était un feu, brûlant vif et chaud, mais le feu finit par consumer son combustible. La force de Rome n'était pas un feu, c'était de la pierre. Elle était patiente, implacable, et elle pouvait attendre. Elle pouvait perdre une armée, 2 armées, 3, et elle extrairait simplement plus de pierres et reconstruirait. Comment combattre un ennemi qui apprend de chaque blessure que vous infligez ?
Comment remporter une victoire durable contre un empire qui considère la guerre non pas comme un affrontement de héros, mais comme un problème d'ingénierie à résoudre? Un profond sentiment d'effroi s'empare d'Ingiomer. Ils avaient remporté la bataille, mais ce faisant, ils avaient ainsi déclenché une guerre qu'ils ne pouvaient pas gagner. Pas comme ça. Leur victoire d'aujourd'hui équivalait à la destruction d'un seul aqueduc romain. C'était une perte douloureuse et coûteuse pour l'Empire, mais finalement, ce n'était qu'une perturbation temporaire. La source de l'eau, Rome elle-même, restait intacte, et ses ingénieurs dessinaient déjà les plans d'un remplacement plus récent et plus solide.